Deux premières parties pour vous situer finalement la nouvelle politique un emploi, une formation. On aura une structure faite vraiment en deux temps. Voilà, le dispositif un emploi, une formation qui est avant l'emploi, avec une intervention donc, de Géraldine Mège et de Jérémy Josso à la région. Et puis pour finir, une intervention de Marie Siffer au Cariforef pour vous montrer comment sur le site Pro Choisir mon métier, on peut en fait identifier l'offre de formation. Et puis, on terminera le webinaire avec les dispositifs après le recrutement en emploi, comment la région continue à accompagner les personnes, voilà, potentiellement après avoir suivi une formation dans le cadre du dispositif Un emploi, une formation. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Jérémy, je crois, pour commencer avec le contexte. Qu'est-ce qui amène finalement ce changement et cette nouvelle politique? Oui, merci Nadine et bonjour à tous. Alors, parmi les participants, certains ne connaissent pas ou connaissent de loin peut-être la nouvelle politique Un emploi, une formation. D'autres ont déjà assisté à des présentations, donc l'idée, ça va être de faire un petit peu le grand écart entre ces deux positions. Donc, on va être on va garder des éléments assez généraux pour que tout le monde s'y retrouve. En même temps, on va essayer de rentrer dans des détails de process, donner des exemples pour être le plus précis possible pour les personnes à qui ce dispositif parle déjà. Donc, pour commencer, en termes de contexte, un portrait rapidement dressé. Qu'est-ce qui explique finalement la mise en place de ce dispositif, de cette nouvelle politique même? C'est le fait qu'on ait un chômage faible à l'échelle régionale. Ça, c'est quelque chose que on commence à peu près tous à maîtriser maintenant. Mais 5,8% de la population active est au chômage, donc un taux qui est inférieur au taux de chômage métropolitain. Et ce faible taux de chômage a deux impacts au moins. Le premier, c'est que nous avons une baisse du nombre de demandeurs d'emploi, c'est assez logique, et de fait, ça ne nécessite pas de maintenir un nombre de places de formation aussi élevé que celui qui pouvait exister par le passé. Vous avez quelques éléments là qui mentionnent le pacte sur 2019 et 2022, où dans le cadre du pacte, on a commandé beaucoup de places qui finalement n'ont pas trouvé toutes preneurs, puisque seulement 72% des places ouvertes en 2022 pour les demandeurs d'emploi ont été pourvues. Alors, les places ont été ajustées en 2023 pour tenir compte de cet écart et tenter de le réduire. Ce sont des efforts qui ont porté leurs fruits, mais encore une fois partiellement, puisqu'on a atteint 81% à peu près des places qui ont été pourvues. Donc près de 20% des places de formation n'étaient pas occupées. Ça, c'est un premier élément à avoir en tête. Le deuxième, ce sont les difficultés de recrutement des employeurs qui sont croissantes. Et en même temps que les employeurs peinent à trouver du public, le taux d'insertion en emploi post-formation est insuffisant. On l'estime à peu près à 76%. Et donc, finalement, la révision de la politique régionale de formation professionnelle continue, elle s'appuie aussi sur ce souhait d'augmenter l'insertion en emploi post-formation. Alors, si on fait un focus maintenant sur la population des demandeurs d'emploi, on a une première moitié des demandeurs d'emploi qui travaillent régulièrement, qui enchaînent par exemple des CDD, qui travaillent en intérim et qui n'a donc pas nécessairement besoin de formation ni d'accompagnement avant d'intégrer cet emploi. En revanche, l'autre moitié des demandeurs d'emploi est plus éloignée de l'emploi, de la formation. Elle cumule notamment des freins importants, que ce soit à l'entrée en formation ou à l'entrée en emploi. Donc, on peut citer des difficultés liées à la mobilité géographique, au milieu d'autres raisons qui sont évoquées sur la diapositive, chômage de longue durée, handicap, âge élevé, absence de qualification, etc. Et donc, cette autre moitié des demandeurs d'emploi, l'idée, c'est que cette nouvelle politique, un emploi égale une formation, cible ce public en particulier. Donc voilà, je ne vais pas être plus long sur le contexte, simplement c'est important d'avoir en tête que c'est bien l'ensemble de ces éléments qui expliquent la révision de la politique régionale. Pour le dire différemment peut-être, la politique régionale, elle a été pensée dans un contexte donné pour répondre aux problématiques du moment, les problématiques qu'on rencontre actuellement. Et rien ne dit que ce contexte sera le même indéfiniment. D'ailleurs, on a des indicateurs de l'emploi qui laissent penser que la situation pourrait évoluer. Donc, cette politique devra pouvoir s'adapter, comme elle le fait actuellement, à un futur contexte demain. Donc, on est bien, c'est important de l'avoir en tête sur une politique adaptée, encore une fois, à la situation du moment. Donc, voilà pour les éléments de contexte qui découlent
desquelles découlent on va dire, plusieurs grandes orientations que Géraldine Mèche va vous présenter. Oui, merci Jérémy. Donc Géraldine Neige, donc merci et bonjour à tous. Donc effectivement, sur ce schéma, vous voyez donc les orientations 2024 de la région et plus largement, on voit l'ensemble des formations qui sont mises en œuvre en région Pays de la Loire. Donc que ce soit pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour les salariés. Donc, il y a différents piliers qui sont indiqués et qui structurent cette offre de formation. Et aujourd'hui, on va plus se concentrer sur les formations qui mènent à l'emploi et plus spécifiquement, comme vous le voyez entouré en rouge, sur le dispositif Un emploi égale une formation. Et nos collègues parleront aussi de parcours emploi tutorat et parcours emploi formation qui se mettent en place après formation. C'est important aussi de noter qu'un des principes de cette nouvelle politique régionale, c'est aussi de continuer à tisser des liens forts entre un emploi égale une formation et les formations préparatoires. Donc justement, il y a une volonté de nos élus de maintenir Prépa Clé à venir, puisque c'est un dispositif qui fonctionne bien et qui répond à des besoins de différents publics. Donc, pour rappel, Prépa Clé Avenir, c'est à la fois l'acquisition de savoirs de base, il y a aussi toute une partie de découverte des métiers et à travers ces différents temps, on travaille son projet professionnel dans l'idée après de pouvoir le mettre en action après la formation. Donc, le public qui est visé, ce sont bien sûr les demandeurs d'emploi. Et grâce à ce dispositif, ça permet justement d'accompagner les publics les plus en difficulté en mettant en place des actions ciblées, notamment de lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. En 2024, il y a une volonté, vous l'avez compris, de s'adapter vraiment aux besoins des publics et dans un contexte particulier. Et du coup, pour 2024, nos élus ont souhaité assouplir le cahier des charges de Prépa Clé à venir. En ce sens, les organismes de formation peuvent adapter les contenus qui sont assez larges au départ aux besoins spécifiques de chaque personne. Ça permet d'avoir des contenus donc, très individualisés et par exemple, vous pouvez orienter un demandeur d'emploi qui a des besoins de renforcement en compétences numériques, eh bien, vous pouvez l'orienter sur Prépa Clé Avenir puisque une formation spécifique lui sera faite sur mesure pour répondre à ses besoins. L'objectif de Prépa Clé Avenir, c'est bien sûr de permettre à ces personnes, donc à ces demandeurs d'emploi, d'acquérir un niveau suffisant après le temps de leur formation pour faciliter l'accès à l'emploi ou bien aller en formation. Voilà, donc c'est pour ça que ce maintien de Prépa Clé Avenir est important pour nos élus parce que ça répond vraiment à un besoin. C'est un socle dans le schéma des formations. C'est une pièce essentielle. Une autre orientation, effectivement, c'est l'objet de notre webinaire aujourd'hui, c'est la mise en place d'une nouvelle politique, vous l'aurez compris, un emploi égale une formation. Donc, tout simplement, vous aviez jusque-là visa métier, des formations avec une programmation et un calendrier fixé suffisamment tôt dans l'année. Visa métier devient un emploi égale une formation. L'objectif est toujours le même, c'est former en amont d'une entrée en emploi. En complément, vous avez des dispositifs parcours emploi tutorat et parcours emploi formation qui permettent de travailler de continuer à former les personnes après qu'elles soient entrées en emploi. Donc, c'est les mots-clés. Je reviens sur des mots-clés: assouplir, souple, réactivité. Oui, c'est bien là, les objectifs de cette nouvelle politique. C'est vraiment répondre de manière souple et réactive aux besoins locaux des employeurs en déployant avec eux des formations qui vont être créées vraiment sur mesure. Donc, bien sûr, ça nécessite que les employeurs s'impliquent. Et ça, on le verra tout à l'heure dans la présentation. Qu'est-ce qu'on attend des employeurs? Mais il y a vraiment cette nécessité-là d'une implication des employeurs, quels qu'ils soient.
Et une volonté forte de la présidente, c'est d'augmenter le placement en emploi post-formation. Donc aujourd'hui, il est à 76%. Et donc, le souhait de cette nouvelle politique, c'est justement de pouvoir augmenter ce taux après formation, qui est un meilleur taux à l'emploi après formation. Donc, voilà pour les grandes orientations. Donc, je vais laisser de nouveau la parole à Jérémy pour entrer dans le concret du dispositif Un emploi égale une formation. Voilà, merci Géraldine. Alors, pour bien avoir l'architecture en tête, effectivement, on parle d'une politique régionale, un emploi égale une formation. Cette politique, elle se décline en deux volets au moins. Le premier, c'est le dispositif en tant que tel, un emploi égale une formation, donc qui porte le même nom que la politique régionale, mais là, je parle bien du dispositif en son sein, qui concerne l'avant-emploi et après l'emploi. On est toujours dans le cadre de la politique un emploi égale une formation, mais ce seront les dispositifs parcours emploi tutorat, parcours emploi formation. Donc bien distinguer la politique régionale en emploi une formation et le dispositif dont on va parler maintenant qui s'insère à l'intérieur de cette politique. Alors, le dispositif en tant que tel, ce qui change entre guillemets un petit peu tout par rapport à ce qui se faisait avant, c'est la notion d'intention d'embauche. Pas d'intention d'embauche très concrètement, pas d'ouverture de session de formation. On va y revenir un petit peu après. Alors, premier élément, la région a agréé depuis janvier 2023, donc c'était au moment des nouveaux marchés, de la relance des marchés régionaux, une centaine d'organismes de formation pour conduire les formations souhaitées par la région. Donc ce sont ces acteurs en premier lieu, prioritairement, qui vont être mobilisés, qui sont mobilisés d'ailleurs depuis début 2024 sur ce dispositif Un emploi égale une formation. Donc les organismes de formation avec lesquels nous travaillons déjà en marché. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même une certaine souplesse qui peut être mise en place. Et je vais vous donner un exemple pour être tout de suite très concret. La mise en place d'une session de formation du CAP Accompagnement éducatif Petite Enfance, le CAP AEPE, proposé par le Greta CFA du Maine-et-Loire. Alors en fait, le Greta a récupéré des intentions d'embauche pour 8 stagiaires. À partir de là, donc il s'agit d'identifier le lot auquel cette session de formation pourrait se rattacher. Donc en l'espèce, sans rentrer dans trop de détails, sur nos marchés, c'est le lot hygiène, propreté, service à la personne dans le Maine-et-Loire. Et il s'avère que le Greta CFA du Maine-et-Loire ne fait pas partie du groupement chargé de gérer ce lot. Et donc, après échange entre le mandataire de ce lot, c'est-à-dire le coordinateur de ce lot, en l'occurrence qui est retravaillé dans l'Ouest. Donc après échange entre ce mandataire et le Greta CFA 49, un accord a été trouvé pour la mise en place d'une sous-traitance pour que le Greta puisse mener à bien cette formation. Donc là, on a un exemple d'un organisme de formation qui n'était pas initialement dans le groupement, mais parce que le mandataire a donné son aval, et ça systématiquement, ce sera une question qui sera soumise à l'approbation du mandataire du groupement. Là, en l'occurrence, il était d'accord, et donc il a pu intégrer un nouvel organisme au sein du groupement pour dispenser ce CAP petite enfance. Et notamment parce que ce CAP n'était pas proposé par le groupement en place, il n'était pas dans les formations, il n'était pas dans les compétences des organismes de formation qui travaillaient avec nous, et donc il a pu être proposé dans ce cadre-là par de la sous-traitance. Donc tout ça pour dire que oui, nous travaillons essentiellement, prioritairement avec les organismes de formation que nous connaissons dans le cadre de nos marchés, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'existe aucune autre possibilité. On en a vu un exemple. Alors, je vous le disais, depuis le 1er janvier 2024, la région passe commande uniquement sur des besoins avérés d'intention d'embauche identifiée. Alors, une intention d'embauche, ce n'est pas nécessairement une promesse d'embauche, ce n'est pas obligatoirement nominatif non plus, mais c'est un engagement de l'employeur, on pourrait dire un engagement moral de l'employeur à recruter des stagiaires à l'issue de la formation. Alors, c'est le principe, intention d'embauche, donc déclenchement ensuite de sessions de formation. Pour autant, c'est ce qui est indiqué entre parenthèses ici, on a fait le choix de maintenir une offre qu'on appelle une offre socle à côté, qui est un petit peu dérogatoire, on va dire, à ce principe-là. En fait, on a identifié certains secteurs en lien avec nos partenaires sur lesquels les intentions d'embauche ne seraient pas toujours disponibles ou ce ne serait pas toujours pertinent. Donc, le dispositif fonctionnerait difficilement. Par exemple, des secteurs qui font appel beaucoup à la création, la reprise d'entreprise. Quelqu'un qui veut créer sa propre activité ne va pas forcément attendre une intention d'embauche
pour la créer. On peut parler de l'emploi saisonnier, on peut parler des métiers de l'animation, par exemple. Donc, sans faire une liste exhaustive, l'animation, il y a, on va dire, un cadre réglementaire qui est fixé au niveau national et mis en œuvre par la DRAGES, qui fait que le dispositif en soi aurait fonctionné difficilement. Donc, on a conservé sur certains secteurs une offre socle, c'est-à-dire une offre minimale, et qui d'ores et déjà est visible sur la plateforme Choisir mon métier. On y reviendra un petit peu après. Alors, ces intentions d'embauche, je reviens sur voilà, le schéma général, elles peuvent être remontées par plusieurs canaux. Soit de l'initiative coordonnée de France Travail, des missions locales de Cap Emploi et des départements. Ça, c'est pareil. Un schéma arrivera un petit peu plus tard pour vous préciser tout ça. Soit de l'initiative des opérateurs de compétences, les OPCO, directement. Soit de l'initiative, évidemment, des organismes de formation, donc qui collectent les intentions d'embauche et qui les transmettent à la région. Soit de l'initiative de la région, qui peut identifier des besoins remontés par exemple localement dans le cadre des comités locaux emploi, formation, orientation professionnelle, les CLEFOP, soit par les employeurs directement. Et à ce moment-là, il y a un formulaire disponible sur la plateforme nosemplois.fr. Donc tous ces canaux doivent permettre de remonter les intentions d'embauche à la région. On peut passer à la diapositive suivante, merci. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces intentions d'embauche? On s'adresse à tout type d'employeur, qu'il soit privé ou public, sur les secteurs en tension, et pour des contrats de travail de type CDI ou CDD d'au moins 6 mois sur au moins 24 heures hebdomadaires. Donc ça, c'est le cadre des intentions d'embauche que l'on attend de la part des employeurs. Rentrent également les contrats en alternance, donc contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, sous forme de ce qu'on a appelé préqualification. C'est-à-dire que finalement, la session un emploi égale une formation mise en place va permettre aux stagiaires de se former pour ensuite signer soit un contrat d'apprentissage, soit un contrat de professionnalisation. Et donc, c'est une sorte de SAS ou de formation avant alternance. Donc voilà les conditions d'éligibilité des intentions d'embauche, sachant que vous vous souvenez qu'en début de présentation, on rappelait que la cible de cette nouvelle politique, ce sont les demandeurs d'emploi en difficulté, les plus éloignés de l'emploi. Et donc, ces intentions d'embauche doivent concerner en priorité ce public. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le public exclusif, hein. Tout demandeur d'emploi peut accéder effectivement à ce dispositif, mais on a quand même un regard particulier sur cette partie du public. Quant aux formations, donc l'objectif, vous l'avez bien compris, c'est l'emploi en priorité. L'idée, c'est que la formation soit au maximum individualisée pour répondre aux besoins de l'employeur. Alors, quand on dit une formation individualisée pour répondre aux besoins de l'employeur, ça veut dire plusieurs choses derrière. D'abord, ça veut dire qu'en termes d'organisation pédagogique, elle peut se conduire dans un organisme de formation ou dans une entreprise, en présentiel, en distanciel, sur un plateau technique mobile, etc. Donc, toutes ces modalités techniques et d'organisation doivent pouvoir être mobilisées. Et en termes de contenu, maintenant, si l'employeur le demande, la formation peut viser une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, alors certification complète ou certification partielle, un ou plusieurs blocs de compétences. Mais on peut sortir du RNCP pour avoir une certification qui serait inscrite au répertoire spécifique de type CACES, habilitation électrique, etc., voire sortir des cadres du RNCP et du répertoire spécifique pour proposer des compétences qui n'y seraient pas inscrites. Et par exemple, des compétences qui pourraient venir compléter un bloc RNCP qui aurait été proposé. Donc on est vraiment sur une articulation de toutes ces possibilités-là avec l'idée que ça réponde aux besoins des employeurs. Sauf que quand on dit ça, on parle d'individualisation pour répondre aux besoins des employeurs. Évidemment, cette individualisation, elle concerne aussi les stagiaires. C'est-à-dire que la formation doit s'adapter à leur parcours antérieur, à leurs prérequis. L'organisme de formation doit pouvoir mobiliser des modules pour permettre aux stagiaires d'atteindre les prérequis. Donc, quand on dit individualisation de la formation, c'est au bénéfice de l'employeur, mais aussi du stagiaire. Et je prends juste un exemple pour illustrer ce que je vous présente là. C'est la mise en place d'une session dans le cadre du nouveau dispositif, une session employé polyvalent en boulangerie.
mise en place par l'organisme de formation Sainte-Catherine au Mans. Et c'est une session qui répondait à la demande d'une boulangerie du réseau Ange. Donc, l'organisme de formation et l'employeur, la boulangerie Ange, ont construit le contenu de la session ensemble autour de 3 grands blocs, on peut dire. Le premier, ce sont des modules HACCP, donc la prévention des dangers liés aux pratiques d'hygiène, HACCP et SST, le sauveteur secouriste du travail, donc un premier bloc. Un deuxième bloc avec des modules professionnels, accueil-vente, préparation en boulangerie, préparation de produits de snacking, préparation de pizza, préparation de desserts à emporter. Et enfin, un troisième bloc constitué de modules complémentaires, plus axés sur le comportement attendu en entreprise, le comportement professionnel, et axé également sur la remise à niveau. Et c'est là qu'on voit qu'il y a également une adaptation au public pour lui permettre d'être dans les meilleures conditions pour suivre la formation et pour intégrer l'emploi. Donc voilà les caractéristiques principales de ce nouveau dispositif. Et pour que tout ça fonctionne, on a besoin de l'investissement des partenaires, à commencer par l'investissement des employeurs. Géraldine. Géraldine, il faut que tu actives ton micro. Merci, Nadine. Oui, effectivement, donc j'en parlais tout à l'heure de l'investissement des employeurs. C'est un des gages de réussite de ce nouveau dispositif, vous l'aurez compris. Parce que non seulement les employeurs vont s'engager sur le recrutement des stagiaires une fois que la formation sera terminée, mais ils ont tout aussi intérêt à s'engager à différents moments en fait de cette formation. Donc notamment, Jérémy l'a suffisamment détaillé là justement dans la contribution que l'employeur met en place pour co-construire le programme de formation pour qu'il puisse s'adapter exactement non seulement aux besoins des publics, mais bien sûr aux besoins des employeurs selon les métiers qu'ils ont à pourvoir. L'employeur aussi s'implique s'il le peut, suivant sa capacité, mais c'est intéressant qu'il puisse participer aux différentes réunions d'information collective qui vont être les temps où les candidats vont être orientés avant d'entrer en formation. La participation aussi lors des temps de recrutement de ces stagiaires. La participation au jury de validation, ça arrive plus à la fin de la formation. Et bien sûr, ce qui paraît incontournable pour un employeur, pour pouvoir voir une personne vraiment en situation, c'est de pouvoir accueillir ses stagiaires lors des périodes en immersion, en stage, en entreprise, puisque là, on voit vraiment le stagiaire en action, il se teste au métier et voilà, on voit sa façon de travailler et ça permet déjà de créer un lien, enfin de continuer à créer le lien s'il a déjà été créé au départ lors du recrutement. Donc ce dispositif permet voilà, vraiment de mettre en place quelque chose qui est à la fois valorisant pour le stagiaire parce qu'il sait déjà que certes, voilà, je vais dans une formation qui peut prendre plus ou moins de temps suivant comment elle a été construite. Donc je m'investis sur cette formation, mais je sais que derrière, eh bien, j'ai tout de suite une possibilité d'embauche parce qu'il y a un employeur qui a déposé une demande pour laquelle je pourrais prétendre. Donc non seulement ça, mais l'employeur aussi, voilà, qui il a des besoins, il a des difficultés à recruter, et par le pied de ce dispositif, on peut vraiment créer un dispositif à façon pour que ça réponde aussi à lui, à ses attentes, au métier pour lequel il a des besoins en recrutement. Voilà pour la partie investissement des employeurs. Jérémy, je te laisse poursuivre pour l'investissement des autres partenaires. Voilà, notamment pour commencer l'investissement des partenaires valideurs. Alors, c'est assez basique ce qu'on indique ici, mais c'est en réalité quelque chose qui est extrêmement utile et nécessaire dans le cadre de ce dispositif. D'abord, repérer et transmettre les besoins des employeurs. Je vous parlais d'un schéma tout à l'heure, il arrive bientôt et on précisera effectivement un petit peu ce qu'il en est par rapport à ça, mais on attend des valideurs qu'ils puissent, à leur niveau, remonter et transmettre à la région des besoins issus des employeurs. Bien entendu, on attend également des valideurs qu'ils puissent sourcer le public, puisque là, on met l'intention d'embauche
au cœur du dispositif, ça ne veut pas dire qu'en face, systématiquement, on aura les demandeurs d'emploi pour se former. Donc un vrai travail de sourcing très important pour que le dispositif fonctionne. Et enfin, évidemment, on attend des valideurs qu'ils puissent contribuer au placement des stagiaires en emploi en fin de formation. Donc rien de bien nouveau entre guillemets, mais en réalité, c'est essentiel si on veut que ce dispositif puisse fonctionner. Et de la même façon qu'on attend un investissement de la part des employeurs, des valideurs, les organismes de formation aussi. Alors d'abord, on leur demande d'être réactifs pour ouvrir des sessions le plus rapidement possible. L'idée, c'est pas qu'une entreprise émette un besoin et que 6 mois plus tard, on puisse y répondre en proposant une formation qui dure 1 an. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'être en lien quotidien, entre guillemets, et le plus réactif possible pour ouvrir les sessions. Ensuite, faire le lien avec les employeurs pour construire des formations à la carte adaptées à leurs besoins. C'est ce que Géraldine développait juste avant. Et là, on va juste vous donner 2 exemples pour illustrer, essayer de rester concret par rapport à tout ça. Le premier exemple avec le projet de Vendéopole, Oui, Géraldine. oui, donc effectivement, pour illustrer, voilà, sur le site de Vendéopole, pardon, se situe à Saint-Hermine en Vendée. Et donc sur ce site, il y a de nombreuses entreprises, hein, que ce soit des entreprises de l'industrie et des entreprises de l'agroalimentaire qui sont implantées. Et donc ces différentes entreprises ont beaucoup de besoins d'emploi voilà, comme beaucoup d'autres entreprises. Mais en tout cas, voilà, sur ce site, il y a des besoins spécifiques, hein, qui ont été remontés et qui ont été portés auprès de la communauté de communes, donc, du Sud Vendée Littoral, pour leur dire, ben voilà, on a des besoins forts en recrutement. Enfin, qu'est-ce qui pourrait être fait pour pouvoir nous accompagner? Donc la communauté de communes s'est ensuite rapprochée de la région. Il y a eu des différents temps, en tout cas, d'échanges, de co-construction avec les entreprises pour bien définir les besoins. Et donc, il y a un organisme de formation voilà, qui était en capacité de répondre sur ce besoin. Donc, c'est la Fab Academy qui est entrée très vite dans le projet. Et donc, là, voilà, on a différentes phases, hein. Ça fait déjà plus d'1 an, hein, que le projet est en cours, mais là, le projet va bientôt voilà, ouvrir, puisque en mi-avril, la formation pourra débuter. Et donc, pour vous dire qu'il y a eu différentes étapes, mais que le projet s'est co-construit. Il y avait forts besoins en main-d'œuvre de ces employeurs. On a ciblé sur un métier en particulier. Donc, on va faire une première session sur un métier en particulier et qui permettra, voilà, de former vraiment selon les attentes de ces entreprises. Et le sourcing va pouvoir se faire aussi, hein, pour que les candidats puissent accéder à cette formation et être formés et aller assez vite après en entreprise. Voilà pour le projet Vendée-au-Pôle. Jérémy, je te Et laisse. alors, oui, merci Géraldine. On prend un petit peu de temps, c'est vrai, pour Mm. donner des exemples, mais en même temps, ça donne une réalité au-delà des grands principes qu'on peut vous présenter. Un deuxième exemple, c'est l'entreprise Sofan, qui est spécialisée dans la maroquinerie et qui est située à Segré, dans le Maine-et-Loire, qui recherche des salariés et qui a transmis des intentions d'embauche au Greta CFA 49, encore lui, mandataire sur le dispositif Un emploi, une formation dans le secteur de l'inter-industrie, dans le Maine-et-Loire. Donc, sur cette base, l'organisme a construit en lien vraiment étroit avec Sofan et avec la région une réponse formation à la demande qui lui était transmise. Donc, on a une session qui est envisagée, qui doit démarrer début février, donc dans quelques jours, et qui comprend de la préparation avant coupe, de la préparation après coupe, du travail de table, tout ça est très technique, du piquage, de la finition produit, de la qualité produit et une période d'application. Si je vous cite tout ça, c'est simplement pour vous faire comprendre que ce contenu est très spécifique. Il ne correspond pas en réalité à un titre professionnel classique, mais c'est un contenu qui a été adapté aux besoins de l'entreprise. Et donc, c'est une formation que nous mettrons en place à partir de début février qui débouchera sur des contrats de professionnalisation au sein de l'entreprise Sofan. Donc, c'est voilà, un exemple de session qui a été construit. Cette session a été construite en étroite coordination entre ces différents acteurs et notamment l'organisme de formation et l'entreprise. Et donc, on a des Alors, valideurs qui se sont. Oui, pardon. non, je vous propose de prendre un petit temps de réponse aux premières questions
qui arrive sur des choses, enfin, qui amène à revenir un petit peu sur des choses que vous venez de présenter et notamment à approfondir sur la question de l'engagement des employeurs. Donc, Géraldine, tu as présenté les 5 aspects sur lesquels un engagement est attendu de la part des employeurs. Il y a une question sur est-ce qu'ils doivent s'engager sur tout ou partie de ces actions et quelle sera la traçabilité? Donc, effectivement, non, il n'y a pas d'obligation à s'engager sur tout. La première essentielle, et vous l'avez compris, hein, pour démarrer le dispositif Un emploi égale une formation, c'est bien quand même l'engagement de l'employeur à recruter. Donc, il faut qu'il y ait une intention d'embauche de l'employeur. Ça, c'est la condition indispensable, la condition première. Ensuite, c'est chaque employeur qui, selon ses possibilités, va s'engager sur les autres points, comme voilà, que ce soit sur la participation aux informations collectives, l'accueil des stagiaires en immersion. Voilà, ça, c'est selon ses capacités, selon la taille de l'entreprise. Et j'ai oublié ton autre. Pardon. Il y avait Est-ce qu'il y aura une traçabilité? alors, une traçabilité, c'est-à-dire, je suis pas sûre de. Bah de l'investissement en fait qui a réellement été fait par l'entreprise sur les différentes étapes en fait, l'amont de la formation, l'accueil en stage, etc. Puis Alors, le recrutement. oui, bah, alors du coup, à notre niveau, oui, hein, bien sûr qu'on va suivre. Et surtout, le point essentiel, c'est le post-formation, hein, comme vous l'avez compris. Donc oui, on regardera effectivement que l'engagement de l'entreprise au départ s'est bien concrétisé à la fin. En revanche, et je sais qu'il y avait une question aussi, si finalement bah, l'entreprise se dédie, on n'a pas de moyens juridiques pour lui dire, bah, si, vous aviez, voilà, vous étiez engagé à prendre la personne, il faut aller jusqu'au bout. Ça, c'est la réalité du monde économique. Eh bien, quand il y a une intention au départ, ça peut aussi venir soit de l'entreprise, mais aussi du candidat de dire bah, finalement, non, moi j'ai trouvé une offre d'emploi auprès d'une autre entreprise, donc je vais auprès de l'autre entreprise. Ça fait partie du contexte économique. C'est la liberté aussi de choisir hein, son emploi. Donc, voilà, on regardera bien sûr que ça puisse se concrétiser. Après, voilà, il peut y avoir des, voilà, il est possible tout n'aboutisse pas, mais bien sûr qu'on va quand même tracer tous ces engagements. Donc effectivement, Géraldine, tu réponds à la première question, hein. Mm, Et donc, je te fais reconfirmer une fois, si l'entreprise se dédie, est-ce mm. que ça a un impact sur la session de formation? Non, pas du tout. Non, non, la session de formation, comme on engage dès le départ une session de formation avec des financements région, la session ira jusqu'au bout avec le nombre de stagiaires qui était prévu sur cette session. Et la personne parle de promesse d'embauche. Est-ce qu'il y a une différence entre une promesse d'embauche et une intention d'embauche? Et quelle est la différence? Alors, moi, voilà, je suis pas, Jérémy, si tu as plus de précision, moi, je suis pas suffisamment calée. En tout cas, Ben, la promesse, telle que je la conçois, elle est plus, entre guillemets, engageante. L'intention d'embauche, c'est moi, employeur, j'envisage de recruter dans 2 mois et demi tant de personnes. La promesse d'embauche, alors d'abord, elle peut être nominative, à mon avis, elle peut être plus précise, et même si elle n'est pas nominative, c'est un engagement plus fort, je dirais, que la seule intention d'embauche. Donc nous, ce qu'on retient, c'est bien l'intention d'embauche, mais ça n'empêche pas, on a eu des exemples d'employeurs qui nous disaient, enfin qui disaient à un organisme de formation plutôt, moi j'aimerais bien recruter telle personne, telle personne, telle personne que vous allez former. Donc on est allé jusqu'à un engagement nominatif beaucoup plus fort des personnes. Donc je dirais que voilà, la promesse d'embauche est plus, on va dire, cadrée, contraignante, plus forte. Elle peut être mise en place ici, mais on n'ira pas jusqu'à nommer potentiellement tous les candidats que l'entreprise souhaiterait recruter. Très bien. Alors, je vois l'heure qui tourne un peu. mm, Il y a une question aussi, Jérémy, tu l'as évoqué tout à l'heure, sur est-ce que les formations sont forcément certifiantes ou qualifiantes? Alors, les formations, là, on a vraiment ouvert les choses par rapport à ce qui existait avant. Une formation ne sera pas forcément certifiante, ne sera pas forcément qualifiante. Elle pourra l'être, mais ce n'est plus un impératif. Précédemment, on était exclusivement sur des formations RNCP. On est sorti de ce cadre. Donc la réponse, très clairement, c'est non. La formation peut ne plus être certifiante.
Et si elle est certifiante, elle peut l'être soit de façon complète, la totalité d'un titre professionnel, par exemple, ou d'un diplôme, soit de façon partielle, avec quelques blocs de compétences, un ou plusieurs blocs de compétences. Et donc, une dernière question avant de vous redonner la parole sur le déroulé, sur les personnes en situation de handicap. Est-ce que le dispositif est adapté? Est-ce que le rythme du contrat peut être aménagé à temps partiel? Oui, alors tout à fait. De la même façon que des stagiaires en situation de handicap pouvaient être accompagnés sur nos formations précédemment, ça reste toujours le cas. Donc évidemment oui. Ensuite, il faut savoir qu'on a des référents pour les personnes en situation de handicap au sein des organismes de formation. On a des référents départementaux aussi sur lesquels les organismes de formation peuvent s'appuyer. Donc voilà, tout cet écosystème, on va dire, est censé permettre aux personnes en situation de handicap de suivre ces formations avec des rythmes de formation adaptés. Très bien. On poursuit peut-être? On poursuit. Alors, il restait deux éléments sur cette diapositive, sur l'investissement des organismes de formation, donc faire le lien avec les valideurs afin de s'assurer de la présence du public et mieux connaître les spécificités de ce public. Donc, ça fait écho, je ne reste pas plus longtemps dessus à ce qu'on s'est dit précédemment. Et enfin, s'adapter aux difficultés que rencontrent les candidats actuels, les former selon leurs besoins. Et là, on revient sur les notions d'individualisation qu'on avait évoquées avant. C'est la formation qui s'adapte au public, ce n'est pas le public qui doit s'adapter à la formation. Donc voilà pour les différents investissements des parties prenantes. Et on en arrive aux deux schémas qui viendront clore cette partie. Alors, ça, c'est un récapitulatif un petit peu global de ce qu'on vient de se raconter. Donc, l'employeur, en haut à gauche, a une ou plusieurs intentions d'embauche et constate que, avant de recruter, il faudrait que la personne soit formée. Et donc, au-delà de ça, il est d'accord, évidemment, pour s'impliquer dans le process de formation à différents niveaux et à minima à recruter les personnes à l'issue de la formation. Donc, plusieurs canaux sont à sa disposition pour formuler les besoins d'achat de formation. L'employeur directement, on parlait de la plateforme nosemplois.fr tout à l'heure, via les organismes de formation, via les opérateurs de compétences, via le réseau pour l'emploi. Donc, réseau pour l'emploi entendu comme France Travail, département, mission locale, Cap Emploi, mais on met la région aussi qui en fait partie depuis la loi récente. Donc bref, tout ce réseau pour l'emploi institutionnel et valideur. Et donc, l'information remonte à la région qui décide ou non d'acheter les formations. Alors, on a indiqué 5 stagiaires minimum, c'est-à-dire qu'on estime qu'une session, ça représente au minimum 5 stagiaires. Maintenant, imaginons qu'un organisme de formation ait déjà des sessions qui fonctionnent par ailleurs, par exemple en apprentissage. Un organisme qui a une session avec 10 apprentis, par exemple, et à qui un employeur proposerait une intention d'embauche, on peut se dire que le dispositif un emploi égale une formation pour une personne va pouvoir être mis en place à partir du moment où ça complète une session existante. Donc le socle, c'est 5 quand c'est une session ad hoc qui est mise en place, et ne serait-ce que pour des questions d'équilibre financier des organismes, tout simplement. Par contre, pour compléter des sessions existantes, ça peut être 1, 2, 3 stagiaires. Donc, sont concernées des formations courtes ou longues, je ne reviens pas là-dessus, qualifiantes ou non, certifiantes avec une modularité possible sur la certification complète ou de la certification partielle. La formation est entièrement financée par la région et les stagiaires sont rémunérés. Et donc, une fois que la région décide d'acheter ces formations, l'offre de formation est affichée et diffusée, ce qui permet au réseau pour l'emploi de sourcer les candidats et de suivre l'action jusqu'au retour à l'emploi post-formation. Donc là, vous avez résumé, grosso modo, le schéma de ce qu'on vient de vous expliquer sur les diapositives précédentes. Et si on fait un focus maintenant sur le réseau pour l'emploi, comment le réseau pour l'emploi peut-il remonter les intentions d'embauche, les besoins de formation à la région? C'est la dernière diapositive qui arrive sur cette partie. On a d'abord une action au niveau du territoire EFOP. Donc on est au niveau local, un comité local formation qui est mis en place et qui va identifier les besoins de formation. Alors, ça prend la forme
grosso modo d'une rencontre mensuelle animée par France Travail et qui réunit le réseau pour l'emploi local. Et lors de cette rencontre mensuelle, il s'agit d'identifier les besoins et de coordonner les remontées de besoins. Donc vous le voyez ensuite avec les flèches et le cadre au milieu. Ces besoins sont donc remontés à la région. Et quand on dit à la région, on est à l'échelle départementale. C'est-à-dire que la région est organisée pour le service de la formation professionnelle continue en pôles départementaux. Et donc c'est à ce niveau que sont prises les décisions d'achat de formation. Dès que l'accord est donné, le process se met en place, les les organismes de formation sont contactés et les organismes de formation, une fois que tout est calé, publient les informations, les saisissent sur les systèmes d'information, Carrefour, Freeform, ODEF, etc. Et vous voyez le trait en pointillé. Cette saisie sur les systèmes d'information va permettre à l'ensemble des partenaires valideurs, des partenaires qui accompagnent le public, d'organiser des actions de sourcing, de proposer des réunions d'information collective, etc. Donc voilà le schéma qu'on a retenu du territoire EFOP au territoire départemental et qui agit comme ça en cycle. Avec un dernier élément, vous le voyez en bas à droite, ce sont les groupes techniques formation qui, eux, sont mis en place au niveau de chaque département et qui animent, qui pilotent la mise en œuvre de ce programme régional de formation. Donc, une rencontre mensuelle, voire trimestrielle, ça dépend des moments dans l'année, ça dépend des départements aussi, est animée par la région et réunit France Travail au niveau de ses directions territoriales, Cap Emploi, des représentants des missions locales et le département. Et là, il s'agit régulièrement de faire un point pour voir quels sont les bloquants, quelles sont les choses qui fonctionnent aussi par rapport aux formations qui sont mises en place. Donc voilà le schéma de fonctionnement et globalement, voilà l'économie globale de ce dispositif un emploi égale une formation. Alors, Jérémy, il y a effectivement une vague de questions. Comment va être justifiée l'intention d'embauche? Par quels moyens? Enfin, quel est le document, la formalisation que ça prend? Alors, l'intention d'embauche en elle-même, alors tout dépend aussi du canal par lequel elle est remontée, mais on va dire, imaginons un organisme de formation identifie une intention d'embauche, on n'a pas volontairement retenu de format particulier. Ça pourrait être un courriel, ça pourrait être un courrier, en tout cas un format écrit. Par contre, ce qu'on a mis à disposition également, c'est un formulaire s'agissant des organismes de formation ou des entreprises directement. Ils peuvent remplir un formulaire qui nous est transmis. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous trouverez sur le titre 3, le dispositif un emploi égale une formation, quelques liens qui sont indiqués et qui mènent justement vers à la fois des présentations du dispositif, mais aussi les formulaires, mais aussi les foires aux questions. Donc voilà, vous aurez un ensemble d'éléments ici. En tout cas, c'est un formulaire et une intention d'embauche écrite, quelle qu'en soit la forme. Très bien. Et est-ce que vous savez estimer la durée moyenne entre le recueil de l'intention d'embauche et le démarrage de la formation? Je dirais que c'est du cas par cas, ça va vraiment dépendre de l'intention d'embauche, de l'endroit où elle est située, du catalogue de formation disponible au sein des organismes de formation de nos groupements. L'idée, c'est que ce ne soit pas trop long. Et dans les exemples qu'on a pris tout à l'heure, ce sont des sessions qui ont pu se mettre en place parfois en moins d'un mois. Ça peut être quelques semaines, parfois en 1 à 2 mois. Donc c'est assez variable, mais l'idée c'est qu'on soit le plus réactif possible. Dans le meilleur des cas, on a une intention d'embauche, on a un organisme de formation qui sait tout à fait répondre à cette demande-là. Ça peut se mettre en place en, je dirais, quelques semaines maximum. Et est-ce qu'il y a un nombre d'heures maximum pour la formation? Non, il n'y a pas y a pas de plafond. C'est assez libre par rapport à ça. Encore une fois, on adapte au maximum la formation aux besoins de l'employeur. Et donc, en fonction de ça, employeurs et organismes de formation vont construire ensemble le programme et sans limitation de durée. Alors, il y a une question qui revient sur les personnes porteuses de handicap, puisque l'intention d'embauche, elle doit porter sur un contrat qui durerait 24 heures minimum. Est-ce que pour ces personnes-là, il peut y avoir un assouplissement de la durée du contrat? Oui.
Après, il y a du cas par cas, c'est-à-dire que le principe, c'est celui-ci, mais on pourrait parler aussi des contrats saisonniers, on pourrait parler voilà, de situations un petit peu spécifiques qui ne rentreraient pas dans ce cadre du dispositif. Au cas par cas, c'est effectivement des situations qui sont étudiées et on essaie de trouver ensemble des solutions intelligentes. Très bien. Alors, je prends deux dernières questions et ensuite on va donner la parole à Marie qui va aussi répondre à des questions hein, de la fenêtre de conversation. Est-ce que si jamais ça se passe mal entre l'entreprise et la personne au cours du stage, par exemple, et que c'est la personne qui est amenée à refuser finalement de signer un contrat avec l'entreprise, ça pourrait lui être préjudiciable? Alors, c'est ce que disait Géraldine tout à l'heure. De la même façon que c'est un engagement moral côté employeur, c'est un engagement moral côté stagiaire. Donc, à première vue, non. Maintenant, il ne faut pas oublier simplement qu'on a une charte des droits et devoirs des stagiaires, voilà, qui est applicable. À partir du moment où il n'y a pas eu de faute caractérisée de la part du stagiaire ou autre, non, il n'y a pas forcément d'impact. Peut-être qu'il aura trouvé une autre entreprise, peut-être que avec cette entreprise, ça ne matchera pas forcément. Donc, on ne peut pas l'imposer non plus. De la même façon qu'on ne l'imposera pas pour l'employeur, on ne peut pas l'imposer pour le stagiaire. Mais on fera Très tout bien. Et pour que enfin, ça puisse fonctionner malgré tout. Et notamment, c'est l'idée que l'employeur puisse participer à la formation dès l'amont, dès le recrutement, dès les réunions d'information collective, justement pour commencer à jauger un petit peu les candidats et travailler avec eux. est-ce qu'il y a un changement dans la rémunération? Non, on maintient les barèmes applicables. Le dispositif permet aux stagiaires d'être rémunérés, donc aucun changement par rapport à ça. Très bien. Alors Marie, je te passe la parole pour répondre notamment à une des questions qui est comment on fait pour accéder notamment à la liste des organismes partenaires de la région dans le cadre d'un emploi égal une formation. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter du coup sur le site Pro Choisir mon métier comment on peut retrouver cette offre de formation. Alors elle va se trouver sur le site dans la rubrique formation recherche standard et vous avez ici la possibilité de sélectionner le dispositif de financement un emploi égale une formation et de lancer votre recherche. Actuellement, vous avez l'ensemble des sessions qui sont en cours ou à venir. Donc, sous le dispositif Un emploi égale une formation, vous allez retrouver également les sessions qui sont actuellement en cours et qui ont démarré en 2023. Sur la liste des résultats, vous avez la possibilité du coup de rechercher par date de formation et ensuite d'appliquer différents filtres qui sont ici dans le bandeau de gauche en lien avec la localisation ou encore le niveau d'études. Au niveau des informations qui vont se situer sur la fiche formation, ce qui est très intéressant à noter, c'est que dans la partie mode d'accès, une formation dite socle, en fait, vous allez retrouver ici les prérequis déterminés. Et pour les formations avec intention d'embauche, en plus, vous aurez la partie indiquée intention d'embauche. Alors, cette partie-là, pour les utilisateurs de WeForm, Keros, Aude, vous les allez également retrouver cette information liée aux prérequis, à savoir s'il n'y a pas noté intention d'embauche, c'est une formation socle. S'il y a intention d'embauche, donc c'est une formation qui est ouverte sur intention d'embauche. L'autre question qui a également été posée, c'est comment on peut retrouver la liste des organismes qui sont prestataires de un emploi égale une formation. Ça va également se trouver dans la partie formation recherche standard. Et là, il vous suffira de cliquer sur la partie des établissements et ensuite d'affiner votre recherche. Au niveau de type d'établissement, vous avez ici le choix prestataire, un emploi égale une formation. Et donc, vous aurez accès à la liste des organismes qui ont conventionné avec la région. Donc, cette offre, elle est accessible à la fois sur le site donc Pro Choisir mon métier, mais vous avez également cette offre visible vers le site grand public Choisir mon métier. Et enfin, si vous souhaitez avoir accès à l'information plutôt au format PDF, vous avez toujours accès ici au catalogue de formation sur la page qui vous présente globalement le programme régional 2024. Et ici, vous pouvez télécharger au format PDF donc le catalogue qui est mis à jour comme le site tous les matins.
Donc ces informations, elles sont à jour sur nos sites tous les jours et les informations également sont transmises par un flux de données chaque soir aux outils WeForm, Aude et Keros. Merci beaucoup, Marie. C'était très clair. Il y a une question de Sophie. Est-ce qu'il est possible d'avoir un filtre sur les formations socles ou les formations sur intention d'embauche? Non, actuellement, c'était pas possible de mettre ça en place sur le site. Donc il n'est pas possible de filtrer sur cette partie-là. Donc, du coup, le message important à tous, c'est aller voir les modes d'accès. Parfait. Alors, je vais maintenant passer la parole à Hélène Nolin, qui va présenter donc la dernière partie de ce webinaire sur l'après-formation et l'accompagnement de la région auprès des personnes qui ont signé le contrat de travail et où il y a un souhait de continuer à accompagner la personne en formation. Hélène, je te passe la parole. Alors, Hélène avait dû être déconnectée et s'est reconnectée. Donc, je viens de t'autoriser à ouvrir le micro. Hélène, est-ce que tu nous entends? Oui, vous Ah, m'entendez? super. Très bien. Bonjour à toutes et tous. Hélène Nolin, chef de projet emploi formation. Et je précise, je porte des lunettes de soleil, non pas parce qu'il fait beau, mais parce que je suis non-voyante. Alors, je vais vous parler de parcours emploi tutorat et parcours emploi formation. On se situait avec un emploi égal une formation avant l'embauche. Et comme l'a indiqué Nadine Mouriot, on se situe maintenant sur des dispositifs d'aide après l'embauche. Donc, parcours emploi tutorat et formation, ce sont deux dispositifs différents, des aides après l'embauche pour favoriser la formation de nouveaux collaborateurs d'une entreprise avec des compétences adaptées à leur poste. Donc, ces deux dispositifs qui sont déployés par la région des Pays de la Loire avec trois objectifs majeurs. Le premier objectif étant d'encourager les employeurs qui recrutent et renforcent les compétences de leurs nouveaux collaborateurs par la formation sur deux modalités différentes, soit une formation interne à l'entreprise par une formation tutorée ou une action de formation en situation de travail AFEST, ou par une formation délivrée par un organisme certifié, un organisme de formation certifié Calliope. Deuxième objectif, c'est d'aider ces employeurs à supporter les coûts liés à la formation. Et puis enfin, c'est de sécuriser l'intégration finalement du nouveau collaborateur recruté pour une insertion durable dans l'entreprise. Ces deux dispositifs, ils sont au bénéfice d'employeurs privés, y compris associatifs, avec des établissements de moins de 300 salariés, établissements basés en Pays de la Loire, donc disposant d'un SIRET en Pays de la Loire, des établissements qui ont donc diffusé une offre de formation. On s'appuie bien sur un préalable aussi, qui est une offre de formation diffusée. Puis qui s'engage et qui recrute, ce n'est pas un engagement, mais là c'est bien une embauche, qui recrute en CDD d'au moins 6 mois un nouveau collaborateur qui est demandeur d'emploi inscrit à France Travail, toute catégorie, donc sur un CDD d'au moins 6 mois ou un CDI. Et dans le cas de parcours emploi formation, le CDI peut être un CDI intérimaire. Et puis, cet employeur s'engage à former dans les 3 premiers mois, donc à compter des 3 premiers mois, à engager la formation qui, elle, pourra s'achever au-delà des 3 premiers mois selon les modalités des deux différents dispositifs. Cette adaptation des compétences au poste pour le nouveau collaborateur, c'est 400 heures de formation qui peuvent être prises en charge par la région. Je dis qui peuvent être prises en charge puisqu'on va jusqu'à 400 heures de formation. La formation peut durer plus longtemps, mais la prise en charge de la région ira jusqu'à 400 heures de formation. Dans le cadre de parcours emploi tutorat, je l'évoquais, il s'agit donc de
formés en interne de l'entreprise par une formation tutorée ou en AFEST, une formation délivrée par un salarié de l'entreprise formé au tutorat ou à l'AFEST ou le dirigeant de l'entreprise, donc la formation du nouveau collaborateur. Pour la formation tutorée, l'aide financière de la région ira jusqu'à 2 000 euros, soit 5 euros par heure de formation, ou jusqu'à 6 000 euros dans le cadre d'une AFEST, donc à raison d'un maximum, de 15 euros par heure de formation. Ces aides sur Parcours Emploi Tutorat, elles peuvent être bonifiées lorsqu'il s'agit d'une embauche d'un travailleur en situation de handicap, donc 100% de bonification de l'aide, donc multiplié par 2, ou à hauteur de 50% de bonification dans le cas de l'embauche d'un salarié senior. Pour Parcours Emploi Formation, donc là, la formation pour le nouveau collaborateur embauché, elle se situe dans un organisme de formation certifié Qualiopi. Elle est délivrée par cet organisme. La région, là aussi, peut toujours prendre en charge jusqu'à 400 heures et donc pour un montant maximum de 4 200 euros. Et donc là, l'aide est plafonnée au maximum de 15 euros d'heures de formation et un plafond global de 70% des coûts pédagogiques. Donc pour l'employeur, comment mobiliser ces dispositifs? Finalement, 4 grandes étapes à retenir. La première, la diffusion d'une offre de formation sur les canaux que l'employeur souhaitera. Ça peut être France Travail, ça peut être nosemplois.fr, ça peut être ses propres canaux de diffusion. Ensuite, l'embauche donc en CDD d'au moins 6 mois ou CDI du demandeur d'emploi, donc là, recruté. Et puis, l'établissement d'un plan de formation. Je vais y revenir ensuite un instant. La troisième étape, eh bien finalement, c'est après l'embauche de déposer sur le site paysdelaloire.fr, sur les pages dédiées de chacun des 2 dispositifs, de déposer la demande d'aide de financement. Et puis ensuite, d'engager la formation de la démarrer sur les 3 premiers mois du contrat. Je parlais du site paysdelaloire.fr et je parlais de l'établissement d'un plan de formation. Sur le site, sur chaque page dédiée de dispositif, donc Parcours Emploi Tutorat d'un côté, Parcours Emploi Formation de l'autre, vous pouvez retrouver les différents mémos d'aide à la saisie qui permettent à l'employeur d'être accompagné dans la saisie de la demande de financement sur le portail des aides de la région des Pays de la Loire. Et puis, dans le cas de Parcours Emploi Tutorat, un socle de documents un peu plus complet, conséquent, puisque vous y trouverez là un modèle de plan de formation en tutorat, de plan de formation selon la modalité AFEST également. Et pour Parcours Emploi Formation, un document support complémentaire aussi qui permettra d'identifier les éléments qui sont attendus dans le devis qui sera produit lors de la demande de financement par l'employeur, donc établi par un organisme de formation et que l'employeur saisira sur le site, sur le portail des aides, et donc avec tous les éléments qui permettent de notifier l'ensemble des éléments de la formation par rapport aux nouveaux collaborateurs recrutés. Pour aiguiller les employeurs, plusieurs niveaux d'information et d'accompagnement. Un premier niveau d'information en lien avec les chargés d'information de la plateforme Choisir mon métier à votre écoute. Donc avec le numéro vert, donc vous avez le numéro à l'écran, mais aussi via le site que vous connaissez bien. Choisir mon métier paysdelaloire.fr et donc de contacter des chargés d'information pour avoir un premier niveau d'information sur ces 2 dispositifs. Et ensuite, pour identifier un peu plus précisément les compétences à acquérir et établir un plan de formation, les conseillers entreprises de France Travail, mais aussi les chargés de relations entreprises des missions locales ou de Cap Emploi, et puis les conseillers entreprises des OPCO peuvent être contactés par les employeurs, donc y compris associatifs, pour pouvoir établir plus précisément ce plan de formation. Les sites pour recruter, on les rappelle rapidement, mais vous les connaissez. Il y en a d'autres, mais nos 2 principaux sont le site de France Travail d'une part et puis nosemplois.fr d'autre part. Merci beaucoup, Hélène. On a un témoignage d'Amélie qui dit « Le parcours emploi tutorat est une très bonne chose. Nous en avons mis en place dans notre groupe. C'est un bon levier de professionnalisation. » Merci pour ce L'heure est passée très, très vite. On arrive au terme de l'heure, mais on va quand même
répondre à quelques questions, notamment plusieurs qui sont revenues sur si une personne a une intention d'embauche sur un métier qui n'est pas identifié comme en tension. Est-ce qu'elle peut bénéficier d'un emploi, une formation? Alors, euh, pour le dispositif un emploi égale une formation, on est sur, comme on le disait tout à l'heure, on est sur les secteurs aujourd'hui que nous connaissons dans le cadre de nos marchés. C'est-à-dire que sortis de ces secteurs, ce seront d'autres possibilités de financement qui pourront être recherchées. Je prends un exemple dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques 2024. On a eu une demande sur la sécurité. Aujourd'hui, dans nos marchés, on ne trouve pas la sécurité. Donc, ce sont d'autres modalités de financement qui ont été recherchées à ce moment-là, à travers de la POE, par exemple, ou voilà, d'autres sources de financement. Donc, ce qui est important pour ce dispositif un emploi égal une formation, c'est qu'on se situe dans le périmètre de nos secteurs aujourd'hui définis comme en tension. Maintenant, si on a une formation qui n'y figurait pas ces dernières années, on peut tout à fait, à partir du moment où on est dans le même secteur, c'était le cas de la petite enfance tout à l'heure, envisager une nouvelle formation par rapport au catalogue existant. Très bien. Et est-ce que l'individualisation va être possible avec un emploi, une formation sur des disparités de profil finalement au sein du même groupe? Alors l'idée, c'est que ça le soit. Après, effectivement, dans la réalité, il faut regarder ce que ça donne très concrètement. Mais c'est pour ça que on travaille le plus étroitement possible entre employeurs, organismes de formation, réseau pour l'emploi, pour essayer de trouver des solutions. Dans l'idéal, on individualise au maximum. Après, encore une fois, dans la réalité, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais on regarde malgré tout comment ça peut se faire en réfléchissant de façon coordonnée, on va dire tous ensemble. Très bien. Alors, une dernière question. Si l'entreprise ne va pas au bout de son intention d'embauche et que la personne a suivi une formation qui était très adaptée aux besoins de l'entreprise, que fait-elle avec cette formation? Alors si, je dirais, si ça permet à la personne malgré tout de trouver une autre entreprise, très bien. Si c'est pas le cas, il ne faudra pas qu'on s'empêche, par exemple, de compléter le parcours de formation au sein de l'organisme de formation, donc d'allonger le parcours, de proposer des modules complémentaires pour permettre à la personne d'être employable plus facilement dans une autre entreprise. On ne se ferme pas du tout cette porte-là. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci aux participants pour leurs questions. Je vois que plusieurs sont en train de nous quitter et c'est normal parce qu'on est arrivé au terme de l'heure prévue. Merci aux intervenants pour la richesse et la richesse de vos propos, puis la clarté des réponses. On n'a pas pu répondre à toutes les questions comme c'était imaginé, mais je pense qu'on a pu quand même traiter la majorité. Et donc, je vous confirme à tous que vous allez recevoir dès cet après-midi le support. Donc, vous retrouverez un certain nombre d'éléments, de liens qui ont été évoqués. Et puis, on va regarder un petit peu voilà, la liste des questions et voir si c'est nécessaire de vous apporter un complément écrit par rapport à des sujets qu'on n'aurait vraiment pas pu aborder aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite à tous un bon après-midi. Merci, au revoir. Au Au revoir. Merci. revoir. Au revoir à Bon tous. après-midi, au revoir.